Jane, l'une des accusatrices de Sean Combs, témoignera sous pseudonyme et lira à haute voix des échanges de SMS lors de son passage à la barre. Les procureurs ont précisé que cela permettrait que ces messages soient rendus publics et consignés dans la transcription. Le juge a refusé la demande des médias d'accéder immédiatement aux pièces à conviction, mais l'accusation les transmettra plus tard à la presse. Avant le témoignage de Jane, le contre-interrogatoire de Brianna Bongolan, amie proche de Cassie Ventura, doit se poursuivre. Ensuite, le témoin Enrique Santos sera brièvement entendu. Avant de continuer, nous vous prions de vous abonner pour atteindre les 1000 abonnés et soutenir la chaîne. Aujourd'hui 5 juin 2025, le juge a interrogé l'accusation sur la pertinence d'un incident impliquant Bongolan pour les accusations contre Combs. La procureure a expliqué que cet incident démontre que la violence présumée de Combs s'étendait à l'entourage de Ventura, ce qui appuierait les accusations de coercition. Lors du contre-interrogatoire, l'avocate de la défense Nicole Westmoreland a présenté à Bongolan des SMS contenant des photos de drogue qu'elle avait envoyées à Ventura, peu après les accusations concernant une menace de Combs en avril 2016. Bongolan a reconnu que les images montraient probablement de la drogue, sans en identifier le type. Elle a également affirmé que son amitié avec Ventura s'était poursuivie normalement à l'époque. Lors de son contre-interrogatoire, l'avocate de la défense Nicole Westmoreland a demandé à Brianna Bongolan si Cassie Ventura, son amie de longue date, avait été témoin du moment où Sean Diddy Combs l'aurait suspendu au-dessus d'un balcon, un événement central dans son témoignage au procès pénal fédéral. Bongolan a répondu qu'elle avait entendu la voix de Ventura pendant l'incident, mais qu'elle ne pouvait pas parler en son nom. Westmoreland a alors suggéré que Bongolan avait affirmé à plusieurs reprises au procureur que Ventura avait assisté à la scène. Bongolan a répliqué « Je leur ai parlé, mais encore une fois, je ne m'en souviens pas ». Elle a ensuite confirmé avoir continué à voir Combs occasionnellement après l'incident du balcon, survenu fin septembre 2016. Interrogée sur le fait de savoir si elle avait eu peur de sa proximité, elle a répondu « J'ai gardé mes distances ». Bongolan a admis avoir assisté à un concert de Combs le 4 octobre 2016. Je ne pense pas que j'étais près de lui la plupart du temps. Elle a également confirmé s'être rendue le lendemain dans un club loué par Combs. Westmoreland lui a demandé si elle portait alors sa Minerve. J'aurais probablement dû le faire, mais je ne l'ai pas fait. La défense a insisté sur le fait que, malgré l'agression présumée, Bongolan était resté proche de Ventura et en contact avec Combs. Westmoreland a souligné qu'elle avait envoyé un message à Ventura pour lui proposer d'acheter un sweat à capuche à Combs dans les semaines qui ont suivi. « Nous essayons d'être cool », a expliqué Bongolan. Dans des messages du 9 octobre 2016, Bongolan avait également accepté de dormir chez Ventura environ 2 semaines après l'incident. Westmoreland lui a alors demandé « N'est-il pas vrai que vous avez continué à fréquenter M. Combs et que vous avez continué à passer la nuit chez Mme Ventura parce que M. Combs ne vous a pas causé ces blessures ?» Bongolan a répondu « Une partie de cette déclaration est correcte et une autre partie avec laquelle je ne peux pas être d'accord. » Un message de Combs, lu à l'audience, montrait qu'il avait écrit à Bongolan pour qu'elle évite de faire des erreurs quand ils consommaient des substances ensemble. « Si tu dois te droguer avec elle, assure-toi au moins de son soutien. » Westmoreland lui a alors demandé si elle pensait que Combs voulait qu'elle arrête de consommer autant de substances avec Ventura. « Je ne peux pas parler en son nom », a-t-elle répondu. L'avocate a également mis en doute la chronologie de l'incident du balcon, arguant que Combs était sur la côte Est à cette période, dans le cadre de sa tournée Bad Boy Family Reunion avec Cassie Ventura. Elle a précisé qu'il s'était produit à Newark, dans le New Jersey, le 25 septembre 2016, puis avait assisté à un événement à New York, le 26, en compagnie de Ventura. Bongolan avait associé l'agression présumée à une photo d'un hématome sur sa jambe, prise quelques heures après l'incident, selon elle. Les métadonnées de son téléphone indiquaient que la photo avait été prise le matin du 26 septembre. Westmoreland a également présenté au jury des documents liés à une réservation au Trump International Hotel de New York sous le nom de Frank Black, incluant des reçus datés des 25 et 26 septembre 2016. Le séjour s'étendait du 24 au 29 septembre 2016. « Vous êtes d'accord qu'une personne ne peut pas être à 2 endroits en même temps ?» a demandé Westmoreland. « En théorie, oui », a répondu Bongolan, ajoutant « Je ne peux pas répondre à cette question. »
Westmoreland l'a ensuite confronté directement. Monsieur Combs ne vous a pas causé les blessures que vous nous avez montrées et que nous avons vues sur votre téléphone avec les métadonnées du 26 septembre 2016. Je ne peux pas être d'accord avec vous, a-t-elle répondu. L'avocate a conclu. Vous êtes venu ici, et vous avez menti aux dames et aux messieurs du jury. Bongolan a maintenu. Je ne peux pas être d'accord avec toi. Le contre-interrogatoire de la défense s'est terminé. L'assistante du procureur Madison Smizer a repris l'interrogatoire. Bongolan a affirmé qu'elle et Ventura n'avaient discuté qu'une seule fois de la plainte de Ventura avant son dépôt en novembre 2023. Ventura lui avait demandé si elle pouvait la mentionner dans la plainte concernant l'incident du balcon. Bongolan a indiqué ne pas savoir quels détails seraient inclus. Après le dépôt, elle a dit à Ventura que certains éléments de l'incident étaient inexacts et qu'elle lui avait ensuite raconté exactement ce qui m'était arrivé. Smizey lui a demandé si elle avait témoigné honnêtement au sujet de l'incident. Oui, a-t-elle répondu, reconnaissant ne pas se souvenir de tout, mais ajoutant « Je n'oublierai jamais qu'il m'a tenu dans ses bras sur ce balcon ». À la question de savoir si elle connaissait la date exacte de l'incident, Bongolan a répondu « Non ». Pourquoi ne connais-tu pas cette date exacte? Parce que c'était il y a un moment. En conclusion, Smizer lui a demandé « Quelle que soit la date exacte, avez-vous le moindre doute que M. Combs vous a retenu sur ce balcon au 17e étage? » Je n'ai aucun doute, a déclaré Bongolan. Westmoreland est brièvement revenu à la charge, suggérant que ce procès était une tentative pour devenir millionnaire. Je ne peux pas être d'accord avec ça, a répondu Bongolan. Quand Westmoreland a mentionné qu'elle réclamait 10 millions de dollars en justice et lui a demandé si cela comptait pour elle, Bongolan a répondu « Je me soucie de la justice ». Son témoignage s'est terminé et l'audience a été suspendue jusqu'à 13h30, heure de l'Est. Le juge Arun Subramanian a ensuite averti la défense que Sean Diddy Combs pourrait être exclu de la salle d'audience s'il continuait à interagir avec le jury. Il a déclaré l'avoir vu à 2 reprises pendant le témoignage de Bongolan, hocher vigoureusement la tête en direction du jury. Combs avait déjà fait de même durant le témoignage de son ancien assistant, George Kaplan. Subramanian a insisté. « Je n'aurais pas pu être plus clair dans mes propos. » Il a rapporté. « J'ai vu votre client regarder le jury et hocher vigoureusement la tête. C'est absolument inacceptable. » Il a demandé à l'avocat Mark Agnifilo si cela allait se reproduire. Celui-ci a répondu que non. Le juge a conclu. « Cela ne peut pas se reproduire. » Et si cela devait arriver à nouveau, il a annoncé qu'il pourrait donner une instruction au jury sur ce comportement, voire envisager d'exclure Combs de la salle. Le juge Arun Subramanian était en poste lorsque le jury est entré dans la salle. La procureure adjointe Maureen Ecomey annonça qu'il prévoyait de faire témoigner Enrique Santos, analyste du district sud de New York spécialisé dans les examens médico-légaux d'appareils électroniques. Avant son témoignage, sa collègue Christy Slavic présenta une capture d'écran d'un échange de SMS entre Christina Coram, ancienne chef de cabinet de Sean Combs, et Cassie Ventura. D'après les métadonnées, la photo avait été prise le 30 septembre 2016. Ventura avait écrit à Coram « Je viens de découvrir une chose folle ». Puis elle ajouta « Il est entré chez moi pendant que mes amis étaient là et que nous dormions tous. Ils m'ont réveillé parce qu'il sonnait comme un fou à 3 heures du matin. Quand il est rentré, je suis allé dans ma chambre et il s'en est pris à Bona, l'a étranglé et lui a laissé les pieds pendre du balcon. C'est dingue. » Elle conclut « Je dois rester loin. » La capture avait été récupérée sur le téléphone de Coram, saisi dans un aéroport en Floride le 25 mars 2024. Puis, Enrique Santos fut appelé à la barre. Il expliqua avoir extrait des données de 3 iPhones appartenant à Cassie Ventura et mentionna que plusieurs enregistrements supprimés avaient été récupérés sur ces appareils. Il précisa que certains messages, une fois restaurés, avaient perdu les noms de contact ou contenaient des caractères étranges. Santos confirma qu'un grand nombre de messages avaient été supprimés sur les 3 téléphones. Interrogé, il indiqua que la date d'une capture d'écran ne correspondait pas forcément au moment de la conversation qu'elle montrait. Une fois Enrique Santos entendu, le témoignage de Jane commença. La procureure adjointe Emily Johnson expliqua que cette mère célibataire avait rencontré Sean Combs en 2020. Selon elle, Combs lui avait promis qu'ils passeraient du temps ensemble s'ils faisaient des « freak-offs », mais il l'aurait plutôt contrainte à consommer des substances et à rester éveillée plusieurs jours.
Quand la procureure Comey lui demanda ce qui s'était passé en mai 2021, Jane baissa la tête et s'essuya les yeux. Ils étaient restés éveillés de longues heures à Miami, consommant des substances et ayant des rapports intimes. Combs lui demanda si elle voulait fantasmer sur d'autres hommes. Elle répondit « Ok », pensant qu'il plaisantait. Mais il lui dit rapidement « On peut faire en sorte que ça se passe ce soir ». Surprise, elle dit encore « Ok ». Interrogée sur sa réaction, elle expliqua « Mon partenaire était excité, et c'était déjà en train d'arriver ». Quelques heures plus tard, ils étaient dans une suite à Miami. Les assistants de Combs installaient des lumières de rouge. Après leur départ, Combs lui demanda de se détendre en attendant un homme. Il lui dit qu'il s'agissait de Don, un homme très sympathique, de l'agence Cowboys for Angels. Jane raconta qu'elle avait eu un rapport intime avec Don pendant que Combs regardait. Don partit ensuite. Puis Jane et Combs eurent de nouveaux rapports et se dirent très heureux. Le lendemain, ils prirent un yacht avec des amis. Jane a témoigné qu'au départ, cette nuit-là, elle s'était sentie euphorique. J'étais excitée, heureuse, c'était tabou, c'était amusant, j'ai passé un bon moment avec mon partenaire, a-t-elle déclaré. Elle a expliqué qu'elle pensait que c'était quelque chose qu'il ferait une seule fois et qu'il pourrait refaire à une autre occasion. J'ai vraiment eu l'impression que cette nuit-là s'était ouverte comme une boîte de Pandore dans notre relation, a-t-elle confié. Cela a donné le ton à l'avenir de notre relation. Elle a précisé que cette nuit avait ouvert une porte qu'elle était incapable de fermer pour le reste de notre relation. Lorsque la procureure adjointe Maureen Comey lui a demandé pourquoi elle voulait refermer cette porte, Jane a répondu « Il y en avait tellement après, et c'était trop ». Elle a affirmé que, tout au long de sa relation avec Sean Diddy Combs, elle ne souhaitait avoir de rapport intime qu'avec lui, et non avec d'autres hommes. Jane, l'une des accusatrices témoignant sous pseudonyme, a indiqué qu'elle avait dit à plusieurs reprises à Combs qu'elle ne voulait pas avoir de rapport intime avec d'autres hommes, mais qu'il ne l'avait pas écoutée. Selon elle, environ 90% du temps où elle avait des rapports intimes avec Combs après leur première fois en mai 2021, cela impliquait un autre homme. Elle a dit qu'au début, elle avait accepté, parce qu'elle l'aimait profondément et voulait le rendre heureux. J'avais peur de le perdre, a-t-elle témoigné. Je voulais juste être tout ce qu'il désirait. Mais vers la fin de l'année 2021, Jane a déclaré qu'elle avait commencé à lui dire, par écrit et verbalement, qu'elle ne voulait plus avoir de rapports intimes avec d'autres hommes. Elle privilégiait les messages écrits, car aborder le sujet en personne créait de la tension. Dès que le sujet était abordé, je commençais à être très mal à l'aise, a-t-elle dit. Je sentais la tension monter, et je retenais ce que j'allais dire. Selon son témoignage, Combs se montrait dédaigneux et la traitait parfois de folle. D'autres fois, il lui disait qu'il n'était plus obligé de le faire, mais on le faisait quand même. Elle a également indiqué que Combs payait le loyer de sa maison, et lorsqu'elle lui disait qu'elle ne voulait pas avoir de rapports intimes avec d'autres hommes, il répondait « Si tu veux rompre, c'est très bien », ajoutant qu'il ne paierait pas le loyer d'une femme qu'il ne voyait plus. Jane a précisé qu'elle ne cherchait pas à rompre, mais simplement à mettre fin à ces pratiques. « Je me sentais frustrée », a-t-elle confié, ajoutant qu'elle se sentait obligée de se produire ces soirs-là pour lui. Interrogée sur les raisons pour lesquelles elle se sentait obligée de poursuivre ses rapports intimes avec Combs et d'autres hommes, elle a répondu « Mon sentiment d'obligation a vraiment commencé à naître du fait que mon partenaire payait mon loyer. » Elle a témoigné qu'à cette période, Combs était imprévisible. Parfois, il la prévenait le jour même ou la veille. Elle faisait tout pour être disponible. Elle organisait une garde d'enfants, se faisait coiffer et faire les ongles. Elle a précisé que Combs aimait qu'elle ait les cheveux lisses et des ongles clairs. Combs appelait ses rencontres avec d'autres hommes des débauches ou des nuits d'hôtel. Jane a affirmé qu'à chaque fois qu'elle voyait Combs, entre mai 2021 et octobre 2023, il passait une nuit d'hôtel. Ils ont fait une pause d'octobre 2023 à février 2024, selon elle. Même lorsqu'il passait un peu de temps seul après une nuit avec un autre homme, elle avait l'impression que c'était toujours une nuit d'hôtel. Elle a déclaré que cette relation avait eu un impact sur sa capacité à travailler et à gagner un revenu. Je dirais que lorsque j'étais avec Sean,
J'étais vraiment absorbé par lui. J'étais vraiment absorbé par Sean. Elle disait s'assurer d'être prête à tout moment pour Combs. Elle gagnait un peu d'argent sur les réseaux sociaux, mais ma présence sur les réseaux sociaux a vraiment diminué après avoir donné la priorité à cette relation. Combs lui donnait parfois de l'argent, généralement entre 5 000 et 10 000 $ en espèces. Pour des montants plus importants, il envoyait des virements bancaires. Le plus gros montant reçu en une seule fois était de 20 000 $ pour acheter des meubles, qu'il a également payés. À un moment donné, Jane lui a parlé de son idée de créer un compte OnlyFans, en expliquant qu'une de ses amies avait gagné 4 millions de $ en un an, et qu'elle pensait pouvoir réussir avec des photos en bikini, lingerie ou nu. Elle n'avait pas prévu de publier de contenu à caractère intime, mais Combs était hésitant et lui a dit d'attendre. Après une dispute suivie d'une réconciliation, Combs a proposé qu'ils aient un contrat. Jane a parlé d'un accord verbal et séducteur. Il lui a demandé combien elle voulait comme argent de poche par mois et ils se sont mis d'accord sur 10 000 $. Jane a dit vouloir utiliser cet argent pour avoir une belle maison et Combs a alors accepté de payer directement le loyer à la place. Je voulais juste vivre quelque chose d'agréable, juste pour pouvoir ressentir une sorte d'équilibre dans notre relation, a-t-elle expliqué. Comey a ensuite montré au jury un email du comptable de Combs, envoyé à Jane et à son propriétaire, au sujet des paiements du loyer. Entre mai 2021 et octobre 2023, Jane affirme avoir passé des nuits d'hôtel avec Combs à Los Angeles, New York, Miami et aux îles Turques et Caïques. Elle organisait ses déplacements avec Christina Khorram, l'ancienne chef de cabinet de Combs, ou avec son agent de voyage ou ses assistants. Combs finançait les voyages. Selon elle, ces rencontres suivaient toujours un même rituel. La chambre était décorée avec des lumières rouges, de la musique, et des draps recouvraient tout, en raison de l'utilisation obsessionnelle d'huile pour bébé. Ils utilisaient parfois plus de 2 douzaines de flacons d'huile pour bébé en une seule nuit. La procureure Comey lui a demandé à quoi ressemblait une nuit d'hôtel typique avec Combs. Jane a témoigné qu'elle et un autre homme avaient abordé les préliminaires prolongés, puis elle pratiquait une fellation sous les yeux de Combs. Combs dirigeait souvent ces rencontres, a-t-elle précisé. Ensuite, elle suggérait de passer aux rapports intimes avec l'homme, puis celui-ci repartait. Je voulais vraiment en finir pour pouvoir être avec mon partenaire, a-t-elle déclaré. Elle a expliqué que, parfois, au cours d'une même nuit, ce schéma se répétait avec un autre homme. Une nuit d'hôtel pouvait parfois durer plus de 24 heures. Le jury a été suspendu pour la journée. Jane continuera à témoigner lors de l'interrogatoire direct vendredi à 9 heures. La procureure Comey a dit qu'elle ferait tout pour finir l'interrogatoire direct d'ici lundi soir. Le juge Arun Subramanian a informé les jurés qu'il resterait jusqu'à 17 heures vendredi. Et que d'autres journées pourraient également se prolonger jusque-là. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour nous soutenir et nous encourager à continuer à vous partager jour après jour les mises à jour sur cette affaire.